Salut, c'est Pauline de Lina. J'ai envie de vous parler d'un endroit un peu magique. Madeleine, la plateforme de streaming de Lina. Oui, vous allez me dire, encore une. Mais elle a ce petit truc en plus. Chaque semaine, je choisis pour vous des films rares. Les premiers Chabrol, Corneau, Godard. Des séries cultes. Je vous emmène faire un tour en torpedo avec les Brigades du Tigre. Ou réfléchir avec Marguerite Duras sur un plateau de Bernard Pivot. Je vous ai dit qu'on riait sur Madeleine, avec Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, les reines du théâtre. Madeleine, c'est tout ce que la télé a fait de mieux, en long et en illimité. 2,99€ par mois sur tous vos écrans, sans engagement, et en plus, le premier mois est offert. Alors vous venez ? À très vite sur Madeleine. Ina, podcast. Les maîtres du mystère. Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'homme hanté, un film radiophonique de Germaine Beaumont d'après une nouvelle de Charles Dickens, avec Lucien Nat, Jean-Charles Thibault, Clément Béram, Evelyne Chétrit, Maurice Chevitte, Nelly Delmas, Pierre Delbon. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Deloron. Collaboration technique Jean-Louis Guérin. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. C'est l'heure la plus triste, dans le lieu le plus triste, dans un cœur toujours triste. Et toujours cette hantise. Qui est là? Entrez. Ah, c'est vous, mon bon William. Oui, c'est moi, monsieur le professeur. Et j'ai grand peur d'être en retard, c'est que Madame William est rentrée quelques minutes plus tard que d'habitude. Elle a failli être renversée. Pas par une voiture, j'espère. Par le vent, monsieur. N'entendez-vous pas comme il souffle? Et Madame William est petite et n'a pas beaucoup de poids. J'ai entendu en effet le vent se lever et prendre de la force. Madame William a elle aussi beaucoup de force, monsieur, c'est dans son caractère, mais elle ne peut pas être supérieure aux éléments, il lui arrive d'être malmenée. Ah, voyons ce couvert. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. La nappe, le couteau, la fourchette. Mais ne vous tourmentez pas, William. Non, monsieur. Le sel, le pain. Ah, j'oubliais le verre et le flacon. J'espère que vous avez un peu d'appétit pour votre repas. Volaille et pommes de terre en purée. Madame William ne demandait qu'une dizaine de minutes pour que tout soit prêt. Son temps sera le mien, je ne suis pas pressé. Je voulais vous dire aussi, monsieur, que Madame William aura commencé. Oui. Il faut qu'elle fasse le bien. Je devrais la blâmer de se dépenser ainsi, mais je n'en trouve pas le courage. C'est son instinct maternel. Et depuis que nous avons perdu notre enfant, si peu d'heures sur terre, monsieur, et tant d'espérance partie avec lui. Je vous plains sincèrement, William. Mais dites-moi ce qu'a fait Madame William. Le bien, comme je vous l'ai dit, monsieur. Il faut qu'elle aide. Ah, et moi, j'allais oublier de faire chauffer votre assiette devant le feu, et pourtant, elle me l'a bien recommandé. Là. Mais encore... Vous êtes un grand chimiste, monsieur, et vous avez beaucoup d'étudiants. Madame William est une mère pour eux. Et l'un d'eux est malade. Mais peut-être vous le dira-t-elle elle-même, car je l'entends. 10 minutes. 10 minutes, et la voici avec son plateau. Elle est l'exactitude même, sauf quand le vent s'en mêle. Mais je n'aurais peut-être pas dû vous parler de cet étudiant. Attends, Milly, je vais t'aider. Il a l'air plus seul que jamais ce soir. Et plus fantomal. L'autre est-il là? Je ne sais pas.
Que dites-vous, Milly? Que vous semblez fatigué plus que de coutume, monsieur. J'espère que ce dîner vous plaira. Je vous remercie de vos soins, mais je n'ai pas grand faim. N'est-ce pas votre beau-père qui vous suit? Oui, monsieur. En portant des feuillages verts et des branches de houx. Il va les disposer pendant que j'ai fini d'arranger la table. C'est vrai, c'est le temps de l'année où l'on décore les maisons, où des souvenirs s'ajoutent aux souvenirs et constituent la somme écrasante de nos tourments. Vous êtes bien chargé, Philippe. Mes devoirs, monsieur. J'attendais que vous m'adressiez la parole pour vous offrir les compliments d'usage et de saison. Ah, j'en aurais vu de ces fins et de ces commencements d'année. J'ai 87 ans, monsieur. Je vous adresse aussi mes compliments. Mais dites-moi, vos souvenirs de tant d'années sont-ils pour la plupart heureux et gais? Beaucoup d'entre eux, monsieur. Aussi, c'est à cela que je pense de préférence. La mémoire de votre père est-elle affaiblie par l'âge, William? Ah, pour ça non, monsieur. On n'a jamais vu pareille mémoire. Il ne sait pas ce que c'est que d'oublier. Nous sommes tous comme ça dans la famille Switcher. Et c'est bien la Providence qui nous a fait trouver l'emploi de gardien dans ce vieux collège où l'on pratique le culte de la mémoire. Un très vieux collège, en effet, une survivance des anciens temps. Et un culte étrange. Le fondateur serait heureux s'il revenait, monsieur. S'il voyait que son souvenir et sa volonté sont honorés. C'est lui qui a légué une somme pour garnir tables et fenêtres de branchage quand viennent les fêtes. Quand viennent les fêtes. Moi, monsieur, je ne passe jamais devant son portrait dans le grand réfectoire sans le saluer. Un vrai gentilhomme, monsieur. L'air grave, une barbe en pointe, une ruche autour du cou. Oui. Et sa devise dans une banderole à ses pieds, que Dieu conserve toujours verte ma mémoire. J'ai beau être loin et avoir 87 ans, j'ai bonne oreille. Et je vous entends. Toujours verte, la mémoire. Comme c'est où? Les hivers passent, mais la mémoire demeure, monsieur Redlaw. Oh, qu'il fait froid tout à coup. Fait-il vraiment si froid? C'est peut-être cette personne qui vient vous tenir compagnie la nuit dans vos travaux, monsieur. La porte en bas sera restée ouverte, le vent monte jusqu'ici. Nous l'appelons le préparateur, comme ce jeune homme qui vous assiste dans la journée. Voilà un nom qui lui convient, en effet. Le préparateur. Souvent, je lui ai demandé, en effet, de préparer, disons, un remède. Nous l'avons entendu maintes fois parler avec vous, monsieur. Vos voix se ressemblent, mais nous ne l'avons jamais vu. Cela tient à ce qu'il n'arrive qu'après votre départ pour la nuit et qu'il s'en va avant le jour. Il lui faut être jeune pour ce travail nocturne, monsieur. Il a mon âge. Il est né le même jour que moi. Vous pourriez être jumeaux. Nous le sommes par la pensée, par notre conception de la vie. S'il vous est si proche, ne pourrais-je faire quelque chose pour lui, monsieur? Préparer un repas, allumer du feu. Le laboratoire est très froid. Mais il ne craint pas le froid. Si ça porte tout à l'heure, comme vous le pensiez, à refroidir cette pièce, pourquoi cette pièce ne réchaufferait-elle pas le laboratoire la nuit? Je ne l'entends jamais aller et venir. L'esprit en marche ne fait pas de bruit. Oh, assistez ou non, vous travaillez trop, monsieur. Vous ne vous arrêtez jamais. William, en revenant de sa dernière ronde l'autre soir, m'a dit, et le jour allait se lever, qu'il vous avait entendu parler avec votre préparateur. Nous parlons en effet pendant la nuit, lui et moi, et parfois pendant des nuits entières, comme tous les vieux compagnons. Vous échangez les souvenirs. Disons que nous échangeons des souvenirs. Mais vous pouvez servir ce dîner, Milly. Je n'ai pas faim, mais je suis prêt. Et moi, j'ai fini mon travail. Toutes les tables, toutes les cheminées, tous les vases sont gardis. Puis-je me retirer, monsieur? Ce n'est pas que je sois fatigué, mais j'ai 87 ans. Je sais, Philippe, et votre mémoire est toujours verte. Heureux homme en vérité. Monsieur, même avec le temps, les mauvais souvenirs deviennent meilleurs. Ils tiennent tout aussi chaud au cœur que les autres. Merci, Milly. Il paraît que tout à l'heure, vous avez eu à lutter contre le vent, en revenant d'une visite charitable, à ce que j'ai cru comprendre. Oh, William, qu'as-tu été dire? Tu m'avais promis pourtant... Il n'a fait que son devoir. Et si ce qu'il m'a laissé entendre est exact, un de mes étudiants serait malade, paraît-il? Prenez votre repas tranquillement, monsieur. Il va être froid.
Et puis vous mangez si peu. Non, mais l'appétit me manque, Milly. Parlez-moi de cet étudiant. Quel est-il? Qu'a-t-il? Où habite-t-il? Vraiment, monsieur, si j'avais su que William vous ennuierait avec ça et à l'heure de votre dîner, je ne serais pas venue vous le servir. Je l'avais supplié de respecter votre repos. Je vous écoute, Milly. Quel est ce garçon? Il s'agit, monsieur, d'un jeune gentleman, très pauvre, je le crains, et qui vit à l'écart de tout le monde, dans un logis bien modeste, à peu de distance d'ici. Il a été très malade. Et pourquoi n'en ai-je pas été averti? Pourquoi ne m'a-t-on pas informé de sa situation? Malade, dites-vous? Mais qu'on me donne mon chapeau, mon manteau. Dans quelle rue? Dans quelle maison? Le numéro de cette maison? Monsieur, pour l'amour du ciel, finissez votre dîner. Je ne demande pas mieux que de vous donner son adresse. Ce n'est pas loin. Sans doute avez-vous remarqué derrière le collège une petite rue, à l'angle de laquelle il y a une boutique, dans laquelle on vend du tabac, des journaux, mais aussi de l'encre, des bonbons, un peu de mercerie. Il y a écrit sur la porte « Tetterby & Co ». Mais il n'y a pas de co, monsieur. À moins que monsieur Tetterby n'appelle ainsi ses 8 enfants. 7 garçons en succession et une fille, monsieur. Ce sont de très braves gens qui s'aiment bien et qui se débrouillent comme ils peuvent et qui élèvent de leur mieux leurs enfants. Mais cet étudiant, Milly, cet étudiant... J'y viens, monsieur. Les Tetterby lui ont loué en haut de leur maison une chambre, bon, guère mieux qu'un grenier, mais bien propre. Et ils sont très bons avec lui. Vous ne sauriez y aller. Vous pensez que ce logement est trop modeste pour que je m'y rende? Pardonnez-moi, monsieur, de vous donner mon opinion, mais voyez-vous, j'ai l'impression que ce jeune homme n'aurait jamais voulu que sa situation fût connue de ses camarades ni de vous. Madame William a gagné sa confiance. Ce n'est pas étonnant, tout le monde a confiance en Madame William. Un homme n'aurait jamais reçu la moindre confidence, mais une femme, monsieur. Et qui plus est, Madame William. Elle ne peut pas avoir l'air de l'avoir trahi. Il y a beaucoup de bon sens et de délicatesse dans ce que vous dites, William. Mais venez ici, Milly, et prenez cette bourse. Oh non, monsieur. Ce serait encore pire. Absolument inimaginable, surtout de votre part. Pourquoi cela? Il m'a dit que pour rien au monde, il ne voulait que l'on vous dérange, ni recevoir un secours, bien qu'il soit un de vos étudiants. Il a même ajouté que certes, il ne demandait pas le secret, mais simplement qu'il se fiait à moi. Pourquoi, selon vous, vous a-t-il dit cela? Oh, monsieur, je suis certainement quelqu'un de trop simple pour le comprendre. C'est peut-être l'effet de la solitude. Tout ce que je désirais, moi, c'était de rendre les choses propres et confortables autour de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il est seul et abandonné. Oh, comme il fait sombre tout à coup et froid. Oh, sûrement la porte en bas n'a pas été refermée. Mais si, nous sommes en hiver, c'est tout. Parlez-moi encore de ce garçon, Milly. Je crois qu'il est fiancé, mais ne se mariera que lorsqu'il aura une situation suffisante. C'est pourquoi il travaille avec tant d'acharnement. Il se prive de tout. Oh, c'est vrai qu'il fait froid et sombre. Je vais remettre du bois sur le feu et remonter la lampe. Hier, pendant son sommeil agité, tandis que je le veillais, il a murmuré quelques mots au sujet de quelqu'un qui était mort et d'un tort impardonnable qui avait été commis. À lui ou à quelqu'un d'autre, je ne sais, mais sûrement pas par lui. Et ce que ma femme ne vous dit pas, monsieur, c'est le bien qu'elle fait à ce pauvre jeune homme, allant et venant du matin au soir pour s'assurer qu'il ne manque de rien, et cependant s'occupant de tout chez nous, veillant à tout et surtout à votre bien-être, monsieur Redlaw. Ah, Seigneur, j'ai beau remettre du bois dans la cheminée et garnir la lampe jusqu'à ras-bord, je n'arrive ni à éclairer ni à chauffer cette pièce. ce Peu soir. importe, que le ciel vous protège tous, Milly, William et votre vieux père. Allez le rejoindre, je n'ai plus besoin de rien. Je vais penser à ce que vous m'avez dit au sujet de ce garçon, Milly, et je vous en aviserai, je vous le promets. Bonne nuit. Ah, c'est vous. Je vous attendais, comme chaque soir. C'est moi. Vous avez entendu comment elle vous appelle? Le préparateur. Le terme est exact. Il implique votre présence et notre association. Pourquoi m'obsédez-vous? Je ne suis pas là toujours. Je viens quand vous m'appelez. Je ne vous appelle pas. À votre aise, il suffit que je sois là.
Vous n'avez pas besoin de vous approcher. Même quand vous n'êtes pas là, je vous vois dans le feu. Je vous entends dans la musique, le vent et le silence mortel de la nuit. Alors, regardez-moi en face comme vous regarderiez dans un miroir. Vous me voyez tel que j'étais, misérablement pauvre dans ma jeunesse, luttant et souffrant, oui, luttant et souffrant, jusqu'à ce que du fond de la misère où j'étais plongé, je parvienne à poser mes pieds sur les premiers degrés, combien rudes, de la réussite. De la réussite. Ni l'abnégation d'une mère, ni les conseils d'un père pour m'aider. Un étranger prit la place de mon père quand je n'étais encore qu'un enfant, et ce fut facile de faire de moi, dans le cœur de ma mère, un étranger. Un étranger. Mes parents étaient de ceux dont la tendresse est vite épuisée et les obligations courtes, qui, si vous réussissez, s'en donnent le mérite, mais si vous échouez, se font plaindre. Ouais, plaindre. Et pourtant, dans mon malheur, je trouvai un ami. Je le découvris, l'attachai à moi, et nous avons travaillé côte à côte. Toute la tendresse, toute la confiance qui, dans ma jeunesse, n'avait pas trouvé d'emploi, je les lui donnai. Pas toutes, c'est vrai. J'avais une sœur. Oui, j'avais une sœur. Telles images de la douceur d'un foyer que j'ai pu connaître, c'est par elle que je les ai connues. Si jeune, si belle, si aimante. Je l'emmenai dans mon premier logis, et de sa pauvreté, elle m'en fit un palais. Je la fis venir dans ma vie désolée, elle la rendit joyeuse. Oui, je la voyais tout à l'heure dans la flamme du feu. Je l'entends dans la musique, dans le vent, dans le silence mortel de la nuit. L'a-t-il aimée, cette sœur chérie? Oui, peut-être. Au début, je crois qu'il l'a aimée. Mais il eût mieux valu qu'elle l'aimât moins secrètement, moins profondément, et d'un cœur plus partagé. Laissez-moi oublier cela, arracher cela de ma mémoire. Et puis, un rêve comme le sien entra dans ma vie. Oui, entra dans ma vie. Un amour comme le sien, et tel que ma nature inférieure à la sienne pouvait en espérer, s'éveilla dans mon propre cœur. J'étais trop pauvre alors pour solliciter ou pour prévoir un lien entre nous. Je l'aimais trop pour cela. Oui, je l'aimais trop pour cela. Et puis, je voulais progresser dans ma vie. Je luttais pour réussir. Pouce par pouce, je voulais gagner du terrain et m'approcher d'elle. Ma sœur, ma si douce compagne, partageait encore dans ma vie le feu qui s'éteignait, tandis que j'y conjurais les images de l'avenir. Je les ai vues encore tout à l'heure. Elles reviennent dans la musique, dans le vent et dans le silence mortel de la nuit et le passage des années. Oui, je suscitais les images de mon propre foyer, de celui de ma sœur devenue la femme de mon meilleur ami, puis les années de plénitude et de maturité, les liens sans cesse resserrés et nos enfants autour de nous en radieuse guirlande. Des images qui n'étaient que des fantasmagories. Pourquoi ma destinée est-elle de m'en souvenir si bien? Des fantasmagories, en effet. Car mon meilleur ami, dépositaire pourtant de mes confidences, enleva la femme que j'aimais. Et ma sœur, qui l'avait trahi, se trouva seule comme moi, n'ayant plus d'autre désir que de vivre pour moi et de me voir devenir célèbre, de voir mon ambition se réaliser alors que le ressort en était rompu. C'est à ce moment-là qu'elle mourut, souvenez-vous. Oui, qu'elle mourut silencieuse, douce, heureuse de mes succès. Ah, pourquoi oublier cela qui fut doux peut-être, pour ne plus me souvenir que de ses premiers chagrins, de la blessure causée par une main amie et d'un irréparable deuil. C'est ainsi que je suis le dépositaire d'un malheur et d'un affront. Et voilà pourquoi la mémoire m'est une malédiction. Et que si je pouvais oublier et l'affront et la peine, je le ferais.
Menteur, monstre, pourquoi me rebattre les oreilles de cette tentation? Ah, je voudrais que... Halte là! Ne me touche pas ou tu meurs. Laisse-moi te répéter ce que je t'ai dit. Si je pouvais oublier l'affront et la peine, je le ferais. Maudite incarnation de moi-même, pourquoi obséder ma vie de ces murmures incessants? Ce n'est qu'un écho de tes pensées. Qui ne voudrait oublier les chagrins de sa vie et n'en être que plus heureux? Tentateur que je hais parce qu'il répète ce que je pense. Si je suis le tentateur, je puis te prouver ma puissance. Écoute ce que je t'offre. L'oubli de tous les chagrins que tu as éprouvés. L'oubli. J'ai le pouvoir d'effacer les souvenirs, de n'en laisser qu'une trace faible et confuse qui disparaîtra promptement. Dis un mot. Le veux-tu? Acceptes-tu? Un instant. Je tremble de doute et de frayeur. J'éprouve une crainte, une horreur sans nom. Je ne voudrais pas oublier telle marque de bonté ou d'affection que j'ai pu recevoir. Que perdrais-je si je succombe à cette tentation? Rien de ta science, ni de ce qui résulte de tes études. Rien de ton prestige de savant. Seulement la chaîne inextricable des sentiments et des associations qui n'ont cessé de dépendre de tes chagrins passés et que tes chagrins ont nourris. Un mot, et tout cela s'effacera. Tout cela. Tout ce qui n'a cessé de t'obséder dans le feu, la musique et le vent, dans le silence mortel de la nuit et le passage des années. Dis-le, est-ce oui? C'est oui. Alors qu'il en soit fait ainsi, homme que j'abandonne. Le don que tu viens de recevoir, tu le transmettras où que tu ailles. Sans retrouver toi-même ce que tu as perdu, tu iras désormais en le détruisant chez tous ceux dont tu t'approcheras. Ta sagesse a découvert que la mémoire faisait le malheur des hommes. Va parmi eux et sois leur bienfaiteur. Libre de tout souvenir, diffuse cette liberté autour de toi. Sois heureux du don que tu as reçu et donne-le à ton tour. Johnny! Mais Johnny, attention, là! Oh! Si tu as pitié de ton malheureux père qui travaille depuis 5 heures ce matin pour vous assurer à tous le vivre et le couvert, ne balance pas ta sœur comme un traversin! Oh. Ton frère aîné vend des journaux dans une gare. Ta mère est partie en course pour vous nourrir. Toi, tu n'as rien d'autre à faire que porter ce merveilleux bébé. Oui, que ce bébé soit un peu lourd, je n'en disconviens pas. Mais pense au mal que ta mère s'est donné pour vous procurer cette petite sœur. Alors qu'elle vous avait mis au monde, vous, les 7 garçons, les uns après les autres. Oh, et tout ce que tu sais faire, c'est de t'asseoir de travers sur ce tabouret au risque de précipiter Sally dans le feu? Ah, si seulement ma petite femme était de retour, Johnny, ne serait-ce que pour pacifier tes 5 chers petits frères que j'entends se battre à côté avec des coquilles d'huîtres. Oui, Mon Dieu! Johnny! Si tu ne relèves pas le magnifique bonnet de ta petite sœur, elle va s'étouffer dessous! Et qu'est-ce que tu deviendras avec une sœur étouffée sur la conscience, hein? Johnny! Johnny, souviens-toi que tous les grands hommes ont eu des mères remarquables et honore la tienne en berçant convenablement cette dernière née. Voilà. Ciel, petit malheureux! Mais un peu plus tu ajoutais à la mortalité infantile en laissant tomber Sally dans le chaudron! Dieu merci, j'entends ma petite femme qui rentre. Ouf! Ah ben me voilà. Bonsoir Adolphus. Oh là là, quelle foule dehors malgré le froid. Oh. Bonsoir ma Sophia, ma petite femme chérie. Et mon innocent enfant, Johnny. As-tu pris soin d'elle? L'as-tu bercée, lavée, changée, mouchée? Oh Seigneur. Et dire que c'est comme ça que va le monde. Mais
Comment va le monde, ma Sophia? De travers, Adolphus. Allez, écarte-toi un peu que je mette le couvert. Ben oui, je suis en retard, je le sais, là. Mais j'ai... Et puis, vlan pour le pain. Mais ramasse-le, veux-tu? Mais bien sûr, mon canard. Enfin, c'est comme ça que va le monde. Mais, tu l'as déjà dit 2 fois, mon canard. Réponds-moi clairement, au moins. Comment va-t-il, le monde? Je te l'ai déjà dit une fois, je te le répète une seconde fois, de travers. Ah, Et je le répéterai 10 fois, 20 fois, 100 fois si ça me chante. Oh, ma petite femme, tu n'es pas dans ton assiette. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute retournée. À ma foi, j'en sais rien. Bah, qu'est-ce qui a dit que j'étais retournée? C'est toi, c'est pas moi. non, Bon, mais- Johnny, mouche ta sœur. Johnny, votre mère à tous est sortie dans le froid pour vous acheter un bon souper. C'était très gentil de sa part. Ce sera bientôt prêt et vous allez vous régaler. Tu en auras une bonne portion, Johnny, pour être si patient avec le bébé, hein? Oh, non, mais ça sent fameusement bon, hein? Oh, mais ma parole, c'est un gros morceau de pudding au pois chiche et du ragoût de porc avec de la sauce flying terrine. Oh! Ah, vous avez une bonne mère, mes enfants. Oh, mon Adolphus, que tu es bon. Mais comment je peux me montrer si impatiente, si rude avec toi? Embrasse-moi, Adolphus. Oh, mon allez, maintenant, dis-moi tout, Sophia. Oui, Adolphus. Mais d'abord, crois bien qu'en rentrant à la maison, je n'avais pas plus d'idées noires dans ma tête qu'un enfant à naître. Johnny, ta sœur penche de côté. Eh ben, redresse-la. Si elle tombe et si elle se tue, tout le monde sera contrarié. Redresse-la. Oui, ça bien sûr, hein. Ce sont pas les soucis qui manquent. Oh non, poussière, il ne manque pas. Les affaires difficiles, le mauvais temps, tout le travail de la maison et 8 petites bouches à nourrir. Hein, y a de quoi montrer un peu d'humeur. Mais, mon canard, as-tu faim au moins? Oh, écoute, ce pudding sent décidément très bon. Moi, ça m'ouvre l'appétit, pas toi. Ça me le couperait plutôt. Oh. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Oh, mais ma tête est comme le monde. Ah ben, elle tourne de travers. Oh, donne-moi une goutte d'eau, Adolphus. Mais bien sûr. Ah non, ne parle pas, hein. Ah, puis fais pas attention à mes bêtises. Oh, tiens, voilà un verre d'eau. Ça va mieux? T'en es sûr? Ou bien est-ce que ça recommence? Oh non, ça recommence pas. Je me sens mieux. Ah, quelle méchante idiote je suis. Mais non, Non, mais comment je puis un instant? Ah, mais non, c'est pas tout. Mais approche-toi, Adolphus, que je te raconte. Et voilà mon canard. Alors. Eh ben, tu sais, mon Adolphus, qu'avant de t'épouser, j'aurais pu épouser 2 autres prétendants. Des guerriers. Oui. Enfin, des sergents, si tu préfères. Et c'est toi que j'ai préféré. Et Dieu sait que je le regrette jamais. Ah, et que je suis contente de mon sort, et que je suis aussi satisfaite de mon mari qu'il est. De sa Sophia, mon canard. Et puis voilà, que tout à coup, dans la rue, à regarder toutes les belles choses, toutes les bonnes choses dans les vitrines, je me suis dit que j'aimerais bien remplir mon panier. Mais mon panier était grand, Oui. et ma bourse, bien petite. Et puis j'avais si peu d'argent. Oh, Adolphe. Mais, eh bien, continue, ma Sophia. Oh, je me suis vue tout à coup, piétinant dans la boue avec mon panier vide, ma bourse plate. Et puis je sais pas ce qui s'est passé. Si j'étais malade ou si je devenais folle, c'était comme si je ne me souvenais plus de ce qui nous avait toujours unis, toi et moi. Oh. Nos petits plaisirs, nos petites joies, nos petites espérances. Bah, brusquement, tout ça m'a paru minable, insignifiant, tout juste bon à être jeté au ruisseau. Non, je ne voyais plus que notre pauvreté et les enfants à nourrir. Mais ma chérie, c'est la vérité. Nous sommes pauvres et il y a les enfants à nourrir. Mais oui, mais mon Adolphus, mon bon, mon cher, mon patient compagnon. C'est vrai. Dès que j'ai remis le pied ici, j'ai retrouvé tout ce que j'avais cru oublier, nos luttes, nos inquiétudes, la présence des enfants, et j'ai compris que j'aurais jamais pu être sur Terre autre chose que ta femme et la mère de tes enfants. Oh, pour en avoir douté, je mériterais d'être punie. Oh mon Dieu. Regarde. Non mais regarde. Mais quoi donc, ma chérie? Là. Ouais. Là. Mais cet homme, s'il parle avec son manteau noir, il entre dans le magasin. Eh bien, Mais qu'est-ce qu'il veut? j'ai du tabac ou un journal, je vais le lui demander. Ah non, n'y va pas. Mais tu es toute tremblante.
Qu'as-tu? Pourquoi trembles-tu? Je l'ai vu dans la rue tout à l'heure. Il m'a regardé et il s'est approché de moi. Je crois qu'il a touché mon bras. J'ai peur. Peur de lui? Mais pourquoi? Ah, je ne sais pas. Bon. Arrête! Non, reste près de moi! Sophia. Oh, ne me laisse pas. Mais- Ma tête tourne de nouveau. Sophia. C'est comme si quelque chose me bandonnait. Mais es-tu malade, ma chérie? Alors, eh ben... Non, mais quelque chose s'en va. Je ne sais pas quoi. Et puis non! Ah non, je suis pas malade! Mais je suis pas malade du tout! Tant mieux, tant mieux. Puis-je entrer, monsieur? Il n'y avait personne dans le magasin, je m'excuse de venir jusqu'ici. Et que désirez-vous, monsieur? Êtes-vous un client ou un visiteur? J'ai l'impression que mon arrivée vous cause quelque alarme. Sans doute parliez-vous et ne m'avez-vous pas entendu entrer. En fait d'alarme, ma petite femme me dit que vous l'avez déjà alarmée ce soir. Je le regrette. Je me souviens l'avoir observée pendant quelques minutes dans la rue. Je n'avais nullement l'intention de l'effrayer. Je suis sûr qu'elle voudra bien en convenir. Mais je puis vous rassurer. Mon nom est Redlaw. Je suis professeur de chimie au collège voisin. Il me semblait que peut-être votre femme m'avait reconnu. Vous avez ici, comme locataire, m'a-t-on dit, un jeune étudiant de ce collège. Je suppose qu'il s'agit de monsieur Denham. C'est exact. Mais vous semblez soudain aussi mal à l'aise que votre femme. Oh, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je voudrais voir monsieur Denham. Comment puis-je me rendre dans sa chambre? Il y a une autre entrée dans la rue. Et puisque vous êtes ici, vous pouvez prendre ce petit escalier intérieur et monter directement. Très bien. Pouvez-vous me procurer une lumière? Je peux vous éclairer si vous voulez bien me suivre. Non, je ne désire ni être escorté, ni être annoncé. Je ne suis pas attendu et préfère monter seul. Donnez-moi ce flambeau, s'il vous plaît. Merci. Je vous laisse à votre souper. Oh, un fameux souper, oui. Acheté dans une gargote. En plus de ta part, tu auras une gifle si je te vois encore secouer ta sœur. Et moi, je dis que tu mérites de te coucher sans souper, petite vermine. Moi, rien que de voir ce sale pudding, j'ai l'appétit coupé, tiens. Ah, nous n'avons pas les moyens d'acheter autre chose que des restes. Tu aurais mieux fait d'épouser ton sergent. Qu'ai-je fait? Que suis-je en train de faire? Le bonheur de l'humanité. Entrez. Entrez. Ce ne peut être que vous, chère visiteuse tutélaire, la meilleure et la plus douce des gardes malades. Qui viendrait ici sinon vous? Monsieur Redlaw. C'est moi, en effet. Non, ne vous approchez pas de moi. Je vais m'asseoir près de cette porte et vous restez où vous êtes. Mais j'ai mes raisons. Voilà pourquoi je suis ici. J'ai entendu dire par hasard qu'un de mes élèves était seul et malade, et qu'il habitait près du collège. Il ne m'a pas été difficile de trouver la maison. J'ai été malade, c'est vrai, monsieur. Mais je me sens beaucoup mieux. C'était, je crois, une fièvre cérébrale. Je ne saurais dire pourtant que je fus seul au cours de cette maladie. Ce serait renier la présence compatissante qui m'a permis de guérir. Vous faites allusion à la femme du gardien, Madame William? Oui, monsieur. Je me suis souvenu de votre nom quand vos logeurs l'ont prononcé en bas, à l'instant, et je me souviens de votre visage. Toutefois, nos rapports personnels ont été peu fréquents. Peu fréquents, en effet. Il me semble que vous avez fait preuve à mon égard d'une grande réserve. C'est exact, monsieur. Pourquoi? Comment se fait-il que vous m'ayez caché à dessein que vous demeuriez ici, à cette époque de l'année, alors que vos camarades partaient en vacances? Pourquoi m'avez-vous caché que vous étiez malade? J'aimerais en connaître la raison. Vous parlez comme si vous la connaissiez, cette raison, monsieur Redlaw. Vous savez qui je suis.
Une ressemblance, peut-être. Vous avez découvert mon secret. Moi? Quel secret? Quelle ressemblance? Qu'ai-je découvert? Votre attitude si différente de votre comportement habituel, plein d'intérêt et de sympathie qui vous rend si cher à vos élèves. Votre voix sévère, la contrainte que je sens dans vos propos me montre que vous me connaissez. Et même si vous ne le dites pas expressément, ce m'est une preuve de plus de votre bonté naturelle et du fossé qui nous sépare. Vraiment? Mais, monsieur Redlow, ne voulez-vous pas admettre, vous si bon et si juste, combien je suis innocent, sauf bien sûr du nom que je porte et de ma parenté. Oh oui, monsieur, innocent du tort qui vous a été infligé et du chagrin qui s'en est suivi. Un tort, un chagrin, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Oh, monsieur, pour l'amour du ciel, ces propos que nous venons d'échanger ne devraient pas m'aliéner votre bienveillance. Laissez-moi seulement échapper de nouveau à votre attention. Laissez-moi retrouver ma place discrète parmi vos élèves. Connaissez-moi seulement sous mon nom assumé de Denham, et non par celui de Langford. Langford? Le nom que porte ma mère, monsieur. Le nom qu'elle prit quand elle eut pu en choisir un plus honoré. Le vôtre, monsieur Redlow. Et laissez-moi ajouter quelques paroles à ce que vous savez déjà. Le mariage de ma mère a été un mariage mal assorti, malheureux. Mais je veux vous dire que dans mon foyer, j'ai toujours entendu parler de vous avec tant de déférence et de tendresse, que votre nom fut pour moi le nom de celui auprès de qui je désirais m'instruire. Vraiment? Je ne puis dire à quel point je fus ému de retrouver en vous l'image qui m'en avait été tracée. Combien j'ai essayé par mon labeur de me rendre digne de votre enseignement, même si je me tenais à l'écart. Mais si le subterfuge dont j'usais pour bénéficier de cet enseignement vous paraît blâmable, je vous supplie de me le pardonner et de m'oublier. Ne voulez-vous pas me tendre la main, signe de pardon? Ne vous approchez pas! Mais laissez-moi vous dire ceci. Le passé est le passé. Il meurt comme meurent les brutes. Osez vous impliquer qu'il a laissé des traces dans ma vie? C'est faux! Et c'est le fait d'un esprit malsain. Si vous avez besoin d'argent, en voici. Je suis venu ici pour vous en offrir. Et uniquement pour cela. Pour aucune autre raison. Il n'y a rien d'autre. Tenez. Reprenez cette bourse, monsieur. Je voudrais que vous emportiez avec elle le souvenir de vos paroles et de cette offre. S'il en est ainsi, je m'approcherai donc de vous pour vous reprendre cette bourse. Et ce faisant, toucherai votre main. Mais elle brûle. Les maladies apportent toujours avec elles du chagrin et de l'inquiétude, n'est-il pas vrai? C'est vrai, oui. Cette agitation, cette anxiété, cette vie suspendue, ce vertige physique et mental, on voudrait les oublier, n'est-ce pas? Qui ne le voudrait? Ne te dérange pas, mon petit Johnny, je connais le chemin. Que dis-tu? Il y a un gentleman avec M. Denham? C'est Millie. Dès le premier moment, j'ai eu peur de la rencontrer. Il y a en elle une inébranlable qualité de bonté dont je redoute l'influence. Et si moi j'allais tuer en elle cette bonté, devrais-je rejeter cette impression comme un pressentiment ou bien fuir cette jeune femme? Langford, de tous les visiteurs qui pouvaient venir ici, c'est cette visite que je redoute le plus. Cachez-moi. Derrière cette petite porte, monsieur, il y a un réduit mansardé. Oh, comme la porte. Entrez! Entrez! Johnny m'a dit que vous aviez une visite, cher Monsieur Edmund. Et j'hésitais à monter. Mais je ne vois personne. Il n'y a que moi, en effet. Pourtant, quelqu'un est venu. Venu et reparti. Par la rue. À l'instant. J'espère ne pas être indiscrète. Dites-moi seulement comment vous vous sentez ce soir. Voyons ce front. Oh, il est plus fiévreux qu'au début de l'après-midi. Restez allongé. Il faut éviter une rechute. Non, n'exagérons rien. Monsieur Edmund, je vais remettre un peu d'ordre dans cette pièce. Il me semble qu'elle est plus froide que d'habitude. Et voyez ce que j'apporte pour le coudre ici. C'est le nouveau rideau de mousseline pour votre fenêtre. Une fois posé,
Cela vous paraîtra très neuf et très frais. Il ne coûte presque rien. Et puis ça protégera vos yeux de la lumière. Oui. Mon William dit que cette pièce ne doit pas être trop claire pendant votre convalescence. Sinon, l'excès de jour pourrait vous étourdir. Oh. Vous n'êtes pas très confortable. Attendez, je vais arranger vos oreilles. Mais mes oreillers sont très bien. Laissez-les comme ils sont. Ne vous agitez pas comme cela, ça me fatigue. Excusez-moi. La maladie finit par rendre impatient. Pourtant, je me disais depuis quelque temps que le vieux dicton est exact. Quel dicton? Le malheur est un bon maître. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la santé vous paraîtra bien meilleure après cette maladie qu'elle ne l'était avant. Qui sait si plus tard vous n'y penserez pas avec joie? J'en doute. Pas moi, monsieur Edmond. Et d'abord, il y a dans toutes les afflictions un bon côté des choses. Ne vous ai-je pas vu profondément touché par la gentillesse de ces pauvres gens qui habitent au-dessous? J'ai souvent lu sur votre visage, aussi clairement que dans un livre, que très souvent, n'étaient les épreuves de la vie, on ne connaîtrait pas le mérite des gens autour de nous. Mais n'exagérons pas ce mérite, Madame Williams. Les gens d'en dessous seront rétribués dès que possible pour tel petit service extra qu'ils m'auront rendu, et c'est probablement ce qu'ils escomptent. Oui, je vous suis également très obligé pour vos soins. Oh, mais... Je ne puis mesurer mes obligations envers vous à votre exagération de mon état. Certes, je suis sensible à ce que vous avez fait pour moi, je vous en remercie. Voilà, je suppose que vous ne désirez rien de plus. Rien? Je vous le répète, je vous en remercie. Mais il est inutile de charger mes épaules d'un fardeau de reconnaissance. À vous entendre, on pourrait croire que je n'ai cessé d'échapper à la mort. Sûrement, monsieur Edmond. Vous n'avez pas supposé un instant que j'ai parlé des pauvres gens de cette maison en faisant un rapprochement avec moi-même. Ma bonne Madame Williams, je ne vais pas chercher si loin. Je viens de souffrir d'une indisposition que votre sollicitude, je dis bien votre sollicitude, a cru devoir exalter au-delà de son importance. Et maintenant c'est fini. N'allons pas éterniser cet épisode. Monsieur Edmond, préféreriez-vous rester seul? Je ne vois aucun prétexte valable pour vous retenir. Excepté? Oh, ce rideau, cela ne vaut vraiment pas la peine de rester. Très bien, monsieur. Si vous désirez que je revienne, je le ferai volontiers. Lorsque vous désiriez ma présence, j'étais très heureuse de venir, et je n'y avais pas de mérite. Sans doute craignez-vous, maintenant que vous allez mieux, que j'abuse de ces visites. Vous vous trompez. Ces visites n'auraient pas dépassé la durée de votre faiblesse et de votre réclusion. J'ajoute que vous ne me devez rien. Sinon, me traitez comme si j'étais une dame. Et si vous croyez que j'exagère mesquinement à mon profit le peu que j'ai fait pour adoucir votre maladie, vous faites plus de tort que vous ne m'en faites. C'est pour cela que je suis triste. C'est pour ça que je suis très triste, monsieur Edmond. J'ai entendu. J'ai tout entendu. J'espère que la maladie vous frappera de nouveau. Et que ce sera bientôt. Et que nul ne viendra vous soigner. Et que vous mourrez ici tout seul, comme vous le méritez. Vous m'accusez? Mais le coupable, c'est vous! Tout est arrivé par votre faute! Quel monstrueux changement avez-vous opéré en moi? Quelle malédiction m'avez-vous apporté? Rendez-moi à moi-même, tel que j'étais avant votre dernière visite! Et moi? Qui me rendra à moi-même? Je suis infecté, je suis infectieux. Je me suis chargé du poison de mon propre cerveau et je contamine les autres. Là où j'éprouvais de l'intérêt, de la compassion, de la sympathie, je découvre que mon cœur n'est plus qu'une pierre. L'égoïsme, l'ingratitude naissent sous mes pas. Et je ne suis supérieur aux misérables que je transforme que parce que je suis encore capable de les haïr. Écoutez-moi, arrière, laissez mon menton ou je vous frappe. Que je te vois secouer ta sœur comme ça! Espèce de petit assassin! Graine d'échafaud, schnappant! Vaut rien! Vampire! La paix! On peut pas travailler une minute tranquille ici? C'est déjà bien assez fatigant de me battre avec les volets de bois de cette boutique. Parce qu'elle est belle, la boutique, et pour ce qu'on y vend. Et veux-tu savoir en plus ce que Johnny a osé me dire ce matin? Il a déclaré qu'il en avait assez de porter son éléphant de sœur. Qu'elle n'avait... Parfaitement.
qu'elle n'avait qu'à se faire ses dents toute seule dans son berceau en suçant un os de gigot. Ma fille, mon unique fille. Eh bien, porte-la toi-même. Ah bah, je voudrais t'y voir, avec le ménage, le raccommodage, la cuisine. Il a même ajouté, ce rebut de l'humanité, que si on embêtait encore à lui faire porter un Hercule de foire, il se sauverait pour s'engager dans l'armée comme cadet. Parce que dans l'armée, il n'y a pas de bébé. Eh ben quoi? S'il a parlé de l'armée, ça devrait te faire plaisir. Toi et tes sergents, hein? Parfaitement. J'aurais dû les épouser, mes sergents. Ah oui! Enfin! Au moins, au lieu de vivre ici comme une esclave indienne. Jamais de vacances, jamais un plaisir, et ça d'un bout de l'année à l'autre. Ah. Mais qu'est-ce que t'as à m'écouter sans rien faire comme une bûche? Je ne fais rien parce que j'ai pas envie de faire quelque chose. Alors lis le journal. Et lire quoi dans le journal? Les décès, les naissances, les mariages? Les mariages. Ah, je suis marié, moi, alors je sais ce que c'est, tu comprends? Alors fais un brin de toilette. Non, tu ne te demandes jamais ce que t'es devenu. Eh ben moi je vais te le dire. Vieux et déjeté. Voilà ce que t'es. Ah, j'aurais jamais cru qu'un pareil changement puisse se produire chez un homme, Seigneur. Ah bah vous parlez d'un sacrifice. Si tu insinues que notre mariage est un sacrifice... Je ne l'insinue pas, je le pense. Eh bien moi, je te dis qu'il y a les deux côtés de la question. Et pas seulement le tien. Ah, je suis vieux et déjeté. Parfaitement. Et toi? Est-ce que tu te regardes? Toi aussi tu vieillis. Et en plus tu engraisses. Possible. Mais je ne deviens pas chauve, moi. Oh. Et je ne traîne pas la jambe, moi. Non mais j'étais folle quand j'ai épousé un pareil magot. Johnny! Mais ma parole! Mais il essaie de passer sa sœur! Bien fait. Un enfant jusqu'ici si doux. Oh, gibier de potence! Oh, ces enfants me tueront. Jamais assez tôt. Les pauvres ne devraient jamais avoir d'enfants. Surtout des avortons comme les nôtres. Tiens, heureusement que j'aperçois Madame William en train de traverser la rue. Elle nous fait signe, elle nous sourit, elle... Sophia, tu la vois? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, c'est comme un mauvais rêve. Sophia. Oh Seigneur. Mais qu'est-ce qui m'a appris de te dire toutes ces méchantes choses? Rien que de voir cette gentille femme sourire, c'est comme si elle s'effaçait. Mais moi de même, Sophia. Quelle brute j'ai été. C'est pas vrai que tu vieillis et que tu engraisses. Tu es toujours aussi fraîche et aussi belle. Et toi, tu deviens pas chauve, mon Adolphus. Oh. Ça devait être un mauvais éclairage. Et je te jure que je regrette pas mon mariage. Quand je me vois ici entourée de nos chers et beaux enfants, un peu maigres, mais beaux. Ah, je me dis qu'il n'y a pas de femme plus heureuse que moi, même si nous n'avons pas d'argent. Et moi, comment ai-je pu oublier le mal que tu t'es donné pour me rendre heureux, alors que, belle comme tu es, tu pouvais en épouser un autre? Jamais, mon Adolphus, jamais. Oh, Madame William, vous voilà. Mais vous apportez le bonheur avec vous. Quelle joie de vous voir. Nous étions sous un nuage noir sans vous. C'est vrai. Nous qui nous entendons si bien, nous ne faisons que nous disputer depuis hier. Et puis vous voilà, et le nuage noir se dissipe et tout redevient comme avant. Non, pas comme avant, Madame William. Pas tant que vous ne m'aurez pas pardonné ma cruelle ingratitude. Mon Dieu, comme vous êtes tous bons et gentils avec moi. Je n'étais plus moi-même hier soir. Était-ce un accès de fièvre, une nouvelle forme horrible de ma maladie, une influence obscure que je ne peux définir? Mais je ne voyais plus les choses que sous un aspect de mort. Ah, quelle nuit j'ai passé à lutter contre ces fantômes. Et puis tout à l'heure, au moment où j'ai entendu ces bons amis prononcer votre nom, l'ombre s'est effacée. L'envoûtement mortel a disparu. Oh non. Non, ne pleurez pas, chère Milly. Si vous pouviez lire dans mon cœur toute l'affection que je vous porte, toute la reconnaissance que j'ai pour vous, vous ne me puniriez pas en pleurant. Je pleure de joie, monsieur Edmond. Alors, vous reviendrez finir le rideau? À moins que je ne sois quelqu'un de plus cher que moi qui vienne le finir. Votre fiancée s'inquiétait beaucoup de vous, monsieur Edmond. Elle est venue demander de vos nouvelles à monsieur Redlow. Oh mon Dieu. Vous n'avez rien à craindre, monsieur Edmond. Monsieur Redlow a été très malade cette nuit.
Mais ce matin, il a presque retrouvé son beau visage habituel. Il m'a dit d'aller vous prévenir et qu'il ferait le nécessaire pour que vous puissiez vous marier bientôt. Car s'il n'a pas été heureux, lui, il voudrait que vous le soyez, vous, en souvenir d'autrefois. Il a dit cela. Il a dit cela. Il a dit en souvenir d'autrefois. Oui, en souvenir d'autrefois. Monsieur Redlow, nous voici presque au soir. Et tout ce que vous m'aviez dit de faire ce matin, je l'ai fait. Monsieur Edmond et sa fiancée sont heureux. Et il y aura un grand festin de réconciliation chez les Tetterby. Mais je voudrais que vous repreniez un peu de thé d'abord. Et que vous me disiez comment vous vous sentez maintenant. Je puis à peine le dire, Milly. Je suis comme un dormeur qui a fait un mauvais rêve et dont le rêve a duré trop longtemps. Ce temps où nous vous entendions aller et venir une grande partie de la nuit, et où vous ne cessiez de parler à ce visiteur nocturne que vous appeliez le préparateur, à ce personnage toujours invisible pour vous, et qui n'était que le double de moi-même. Égoïste, rebelle, vindicatif, tel était ce double, Milly. Tel était mon mauvais génie, mon pire ennemi. C'était lui qui, s'éveillant en moi, m'incitait à tuer tout ce qui est noble, tout ce qui vivifie. Vous disiez que vous attendiez de lui un remède. Oui, le pire, Milly. L'affreux oubli. Nuit après nuit, j'essayais en vain de me ressaisir et, nuit après nuit, il devenait plus fort, plus dominateur. Et puis, la nuit dernière, il a triomphé de moi. Et j'ai fait une expérience étrange. C'était comme si je cheminais entre deux forces contraires, l'une qui voulait me perdre et l'autre me sauver. Et c'est vous qui m'avez sauvé, Milly, car l'enfer ne peut rien contre un cœur aimant. Comment vous aurais-je sauvé, monsieur Redlow? Je ne vous ai point vu, je ne vous ai pas parlé. Non, mais je vous ai entendu. Je rentrais écrasé de terreur, de fatigue et de honte. Je passais sans bruit devant votre porte et vous disiez à William, « Monsieur Redlow souffre d'être seul et d'avoir été trahi. Je crois pourtant que c'est un grand bienfait de se souvenir du mal qu'on nous a fait. » Parce qu'on peut le pardonner. Oui. Oui, j'ai dit cela. Et vous avez dit aussi, « Les peines dont nous avons souffert, elles nous enseignent aussi une leçon. Quand j'ai perdu mon petit enfant... » J'ai cru que je n'aurais plus la force de vivre. Et puis j'ai compris bien des choses. À travers la vie et la mort, mon enfant plaide pour tous ceux qui souffrent, afin qu'en les aidant, je sois consolée de l'avoir perdu. C'étaient les paroles du plus haut amour, Milly. En les entendant, il m'a semblé que mes yeux, si longtemps fermés, s'ouvraient à une autre lumière. Mon fantôme s'éloignait de moi. Je gagnai ma chambre et m'endormis d'un profond sommeil, d'où je m'éveillai un autre homme ce matin. Mais je me sens encore faible et secoué, et par moments je ne sais plus si je rêve ou si je veille. Voilà comment je me sens ce soir. Mais pour la première fois, depuis tant et tant d'années, heureux. Pourtant, je vois des larmes dans vos yeux, monsieur Redlow. C'est la même chose. Les maîtres du mystère. À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Charles Dickens, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'homme hanté, un film radiophonique de Germaine Beaumont d'après une nouvelle de Charles Dickens, avec Lucien Nat, Jean-Charles Thibault, Clément Béram, Evelyne Chétrit, Maurice Chevitte, Nelly Delmas, Pierre Delbon.
Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Deloron. Collaboration technique Jean-Louis Guérin. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et 12 autres membres de sa famille? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de 3 procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.